Bonsoir Jordan Bardella, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes le président du Rassemblement national et vous êtes en duplex avec nous sur le terrain. Depuis le Vaucluse, vous êtes allé soutenir les candidats de votre parti. Alors on va parler des questions autour de l'OTAN, de l'Ukraine, des questions économiques, de cette élection législative bien sûr. En commençant par ce voyage d'Emmanuel Macron qui était hier soir auprès de nos forces armées, 500 militaires français sur la base de l'OTAN de Roumanie. Est-ce que vous saluez ce soutien à nos militaires? Évidemment, le président de la République est le chef des armées, il est dans son rôle en étant aux côtés de nos soldats. La vérité, c'est que personne ne sait jusqu'où cette guerre va aller, jusqu'où Vladimir Poutine est prêt à aller. Il y a évidemment eu des crimes de guerre qui ont été commis, qui sont déplorables, condamnables, que la France doit condamner. Maintenant, je crains que ce conflit dure, qu'il ne s'enlise. Je ne crois pas qu'il soit dans notre intérêt, je me permets de le rappeler, même si la présence militaire aux abords, aux confins de l'Union européenne est souhaitable, soit dans l'intérêt de la France d'entrer en guerre directement, évidemment, avec la Russie. On parle là, évidemment, de deux puissances nucléaires. Je note qu'Emmanuel Macron a été beaucoup plus prudent que les membres de son gouvernement. Et je pense que de ce point de vue-là, en tout cas sur ces dernières semaines, il a convenablement agi. Alors quand même, un mot sur l'OTAN, parce que votre parti est pour quitter le commandement intégré de l'OTAN. Il y a un sommet de l'OTAN dans 15 jours à Madrid. Si vous aviez une majorité, bien, ce serait quand même un peu un problème d'avoir un gouvernement qui voudrait quitter le commandement intégré de l'OTAN, alors même qu'on est en guerre, en tout cas qu'on soutient l'effort de guerre ukrainien, non ? Non, madame, nous sommes pragmatiques. Nous avons défendu et nous l'assumons depuis maintenant plusieurs années. C'était déjà dans le projet présidentiel de Marine Le Pen de 2017, la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, parce que la France a besoin de retrouver une voie indépendante, une voie libre, autonome, détachée de l'Ouest et de l'Est, qui sait avoir, avec toutes les grandes puissances du monde, à la fois des relations d'amitié, de respect, mais aussi parfois de concurrence, comme c'est le cas dans un certain nombre de domaines. Le général de Gaulle disait que les traités étaient faits pour être réformés. Mais il est évident qu'en temps de guerre, la priorité de la France n'est pas immédiatement et dans l'instant T de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Je note que lorsque Emmanuel Macron est reçu par Vladimir Poutine, et je le déplore d'ailleurs, il n'est pas perçu comme le représentant d'une France libre, grande, autonome, qui s'est pesé sur la scène internationale, mais comme le représentant d'intérêts européens ou d'intérêts américains, ce qui contrevient d'ailleurs à l'esprit d'indépendance de la France, qui était celui qu'avait longtemps défendu le général de Gaulle. Notre projet en matière de relations internationales, c'est la réelle politique, c'est la troisième voie qui était défendue par le général de Gaulle. Mais évidemment, pour vous répondre très concrètement, que la priorité en temps de guerre n'est pas de réformer des traités, n'est pas de sortir en tout cas du commandement intégré de l'OTAN, de régler le conflit et de retrouver progressivement pour la France les voies de l'indépendance. Alors, je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signes politiques clairs, nous, l'Union européenne, à l'égard de l'Ukraine et de l'Union et du peuple ukrainien, dans le contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron aujourd'hui depuis la Moldavie où il est en visite. L'Ukraine doit-elle obtenir le statut de candidat à l'Union européenne ? Non, je ne le crois pas. Je pense que ce sont deux choses différentes. Et moi, je déplore d'ailleurs que beaucoup d'élites européistes, de représentants de la Commission européenne, de militants de cette Europe fédérale qui utilisent cette guerre pour faire avancer un agenda fédéraliste, je le déplore parce que je pense que c'est deux sujets qui sont totalement différents. Je pense que depuis trop longtemps, d'ailleurs, l'Union européenne s'est beaucoup trop élargie à l'Est. Et nous sommes, concernant l'élargissement de l'UE, opposés à toute nouvelle forme d'élargissement. Il faut régler la guerre intelligemment. Ce que je déplore, c'est que les sanctions énergétiques qui ont été prises contre la Russie ne fonctionnent pas aujourd'hui. Je veux dire, le rouble est à un niveau historique. Les matières premières qui ne sont pas vendues à l'Europe sont vendues à la Chine, commencent aujourd'hui à être vendues à l'Égypte. Les relations commerciales avec l'Inde s'accélèrent également. Il ne faudrait pas, si vous voulez, que des sanctions énergétiques soient plus difficiles et plus dures pour le peuple français que pour le peuple russe. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai émis au Parlement européen des réserves sur l'embargo sur le pétrole. Le carburant notamment a atteint aujourd'hui un niveau record des 2 €. Et je déplore que l'inquiétude des fins de mois difficiles, de la difficulté de millions de Français à remplir leur voiture ne soit pas suffisamment prise en compte dans les décisions qui sont prises. Si vous voulez, les gens qui demandent au peuple européen et notamment au peuple français de faire des efforts ne sont jamais les gens qui sont justement concernés par ces efforts. Alors, on va en reparler, mais donc vous n'auriez pas pris de sanctions contre la Russie ?
Alors, je pense qu'il y avait des sanctions en matière énergétique. Il faut évidemment des sanctions contre les faiseurs de guerre, contre les gens qui décident la guerre, mais je pense qu'il y avait des sanctions beaucoup plus intelligentes à prendre. Et depuis maintenant plusieurs semaines, nous militons, nous l'avons proposé au Parlement européen pour que l'intégralité des pays qui exportent du gaz à l'Union européenne, je pense par exemple à l'Algérie, je pense aux Pays-Bas, je pense aux États-Unis, je pense à des pays du Moyen-Orient, se mettent autour de la table pour décider de vendre à l'Europe à un prix qu'ils vendaient depuis 2 ans, depuis les 2 dernières années, ce qui aurait permis de casser les hyper-profits de la Russie, de mettre la Russie en tout cas en matière d'échec d'un point de vue économique. Or, ça n'a pas été le cas. Et ce qui est déplorable, c'est que des gens s'enrichissent de cette guerre, qu'il y a des profiteurs de guerre, au premier desquels évidemment la Russie et les entreprises russes. Dernière question sur ce chapitre. Emmanuel Macron sera peut-être à Kiev demain. Avec Mario Draghi, le président du Conseil italien, Olaf Scholz, le chancelier allemand. Peut-être, ce n'est pas sûr. En tout cas, est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose s'il y allait? Écoutez, depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron a fait le choix de maintenir un lien diplomatique et de maintenir un dialogue avec à la fois les deux belligérants, avec en premier lieu l'agresseur qui était la Russie de Vladimir Poutine et évidemment l'agressé est l'Ukraine. Je ne peux pas lui reprocher cela, j'ai beaucoup de reproches à faire au président de la République, mais je pense que le rôle de la France n'était justement pas de s'engager dans une guerre, mais de maintenir une pression diplomatique. Ça a été fait avec la Russie, je note qu'il le fera avec l'Ukraine, et je pense que cet esprit-là, de dialogue en tout cas, qui va dans le sens d'une avancée vers la paix, va dans le bon sens, malgré encore une fois les critiques que nous pouvons régulièrement formuler au chef de l'État sur sa politique en France et à l'international. Donc s'il va demain en Ukraine, à Kiev, vous trouvez que c'est une bonne chose, pour être clair pour nos téléspectateurs? Oui, je pense que c'est une bonne chose et je pense qu'il a raison de le faire. Alors, on est donc entre les 2 tours des législatives. Le premier tour vous a donné un résultat inférieur à votre score de la présidentielle. Au lieu des 41%, c'est 18,6%, mais c'est beaucoup plus. 6 points de plus par rapport à 2017 et vous avez remporté 1,2 million de voix de plus par rapport à 2017. Et donc dans 106 circonscriptions, le Rassemblement national est face à Ensemble. Dans 61, le Rassemblement national est face à la NUP et dans 25, il est face à LR. Voilà le tableau général. Là-dessus, quel est votre objectif précis ce soir? Parce qu'on a tout entendu de la part de Marine Le Pen. C'était on va avoir un groupe, puis après c'était donnez-nous 150 députés, puis 110. Votre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est d'avoir, vous l'aurez compris, le plus grand groupe puissant à l'Assemblée nationale. D'abord, si vous me permettez une remarque sur votre question, on ne passe pas de 41% à 18%. Il faut regarder une élection à participation similaire et surtout une élection sur l'autre. Vous avez raison de rappeler que nous progressons de 6 points par rapport à 2017 et que nous sommes le seul mouvement politique à progresser à ces élections législatives. Moi, je vois beaucoup de fantasmes de complaisance quand même de beaucoup d'observateurs à l'égard de la NUPES et de l'alliance d'extrême gauche qui s'est réunie derrière Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que la gauche, le total de la gauche qui s'est rassemblée derrière Mélenchon, a fait un score qui n'a jamais été aussi bas depuis 2002. Quand vous regardez le score de la gauche aux élections législatives, il n'a jamais été aussi bas que depuis 2002. La majorité d'Emmanuel Macron perd 6 points par rapport à 2017 et les Républicains s'effondrent. Le Rassemblement national est aujourd'hui en train de s'enraciner dans beaucoup de territoires et dans des territoires qui, y compris, ne sont pas favorables au Rassemblement national. Je pense à l'ouest de la France et notamment à des circonscriptions qui sont gagnables avec Edwige Diaz dans le nord de la Gironde, Hélène Laporte dans le Lot-et-Garonne. On voit qu'il n'y a plus aucun territoire qui est opaque à la percée du Rassemblement national. Nous avons dit aux Français que ces élections législatives étaient la dernière sortie d'autoroute avant la ligne droite, qu'ils étaient l'ultime chance pour le peuple français de limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron. Moi, je les appelle, dans les 208 circonscriptions où nous sommes qualifiés au second tour, à utiliser le bulletin de vote RN comme un bulletin de vote de résistance à la Macronie, à la politique d'Emmanuel Macron. Passé dimanche, il ne sera plus possible de s'opposer à la retraite à 65 ans, de limiter l'explosion des taxes, notamment sur les carburants, de défendre la sécurité et le retour de l'ordre qui sont totalement hors de contrôle aujourd'hui en France. Nous sommes, nous, les avocats de ces grands sujets. Si nous n'avons pas de groupe puissant à l'Assemblée nationale, c'est la première fois depuis 1986 que nous avons cette opportunité. Alors je pense que plus personne ne portera dans le débat public ces questions aussi fondamentales que le pouvoir d'achat et l'immigration que nous avons contribué à mettre sur le devant de la scène. Alors, Jordan Bardella, notre sondage de ce soir pour IFOP Fiducial fait une projection de 20 à 40 députés. Mais ma question, elle est quand même, avec quelle réserve de voix le deuxième tour pourrait vous sourire parce que vous n'avez pas fait l'union comme l'a fait la NUPES que vous dénonciez à l'instant?
Oui, mais ils ont fait une union, mais qui totalise moins de voix que lors de l'élection présidentielle et que lors des précédentes élections législatives. Donc si vous voulez faire l'union pour faire plaisir aux copains, pour faire monter un maximum de personnes, ce que je veux juste dire aux Français, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas l'opposant à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est celui qui va faire rentrer à l'Assemblée nationale les idéologies les plus dangereuses pour la France. Il est celui qui a investi des candidats comme Madame Garrido, qui évoque une réconciliation avec les terroristes du Bataclan, comme Madame Obono, qui revendique le droit de pouvoir dire « nique la France », alors qu'elle est une parlementaire élue par le peuple français, de gens qui expliquent que la police tue, qui défendent le communautarisme. Donc, si vous voulez, cette coalition qui a soutenu Emmanuel Macron est la béquille d'Emmanuel Macron. Moi, j'invite les Français à faire rentrer à l'Assemblée la seule et véritable force d'opposition, celle du Rassemblement national. Et vous me parlez des réserves de vote, vous avez raison. Moi, je lance un appel à tous les Français, à tous les patriotes, et je dis aux déçus de LR, aux déçus de Reconquête, qui voient que la stratégie d'Éric Zemmour est une impasse, je les invite à nous rejoindre, je les invite à travailler avec nous. Et je leur dis que, malgré les divergences qu'on a pu avoir par le passé, il est temps, dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de notre pays, de nos enfants et de nos petits-enfants, de faire un bout de chemin ensemble. Et je les appelle dimanche à utiliser les bulletins de vote du Rassemblement national. Ça commence dès dimanche. Et je suis aujourd'hui dans un département comme le Vaucluse, où nous avons, sur les 5 circonscriptions, 5 candidats RN qualifiés au second tour, avec des circonscriptions où on arrive en tête. Et nous pouvons, ici, en Vaucluse, avoir 5 députés RN sur les 5 circonscriptions. Donc si le peuple vote, le peuple gagne. Envoyez un maximum de députés RN pour vous défendre à l'Assemblée. Deux questions. La première, c'est que je crois que Louis Alliot a appelé à faire battre Christophe Castaner, qui a en face de lui un candidat NUP. Et donc, ça voudrait dire que les voix du Rassemblement national se mêleraient aux voix de celles des amis de Jean-Luc Mélenchon, dont vous venez de parler à l'instant, des termes peu agréables, peu flatteurs. Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que vous entendez ce discours du front anti-Macron qu'il faudrait faire, l'appel de Manuel Bompard à un front anti-Macron? Est-ce que vous croyez que les voix du Rassemblement national peuvent aussi aller sur la NUP? Non, mais je souhaite d'abord que les voix du Rassemblement national aillent au Rassemblement national. Ensuite, au-delà, dans des circonscriptions où nous ne sommes pas qualifiés au second tour, moi je pense que les Français sont suffisamment, pour le coup, majeurs et triplement vaccinés pour se faire un avis par eux-mêmes, voter peut-être en fonction de considérations locales. Moi, à Saint-Denis, où je suis élu dans le département de la Seine-Saint-Denis, je serai confronté à un second tour entre La République En Marche et la NUPES. À titre personnel, je voterai blanc dimanche. Moi, je ne choisis pas entre des gens que je considérais des déconstructeurs d'en haut avec Emmanuel Macron qui veulent faire de la France une salle de marché et des constructeurs d'en bas avec M. Mélenchon qui veulent faire de la France un gigantesque squat et qui veulent faire de la France le Venezuela. Moi, je ne choisis pas entre ces deux camps-là que je juge être très dangereux pour mon pays. Donc j'invite d'abord nos électeurs à aller voter et puis pour le reste à se faire un avis peut-être en fonction de considérations locales s'ils souhaitent exprimer un choix entre l'un des deux candidats. Et s'agissant de Louis, il a parfaitement le droit d'évoquer son rejet de Christophe Castaner et son envie de ne pas voir Christophe Castaner élu. D'ailleurs, moi je dis aux Français, la consigne qui a été donnée par Emmanuel Macron au ministre, elle est claire. Les ministres qui seront battus devront démissionner. Bon, eh bien, si les Français souhaitent faire démissionner des membres du gouvernement, alors ils utiliseront partout les bulletins de vote qui feront face à La République En Marche. Mais encore une fois, les Français sont libres de leur choix, je le crois. D'accord, donc vous leur dites qu'ils peuvent voter NUP, alors qu'il y a quelques instants, vous disiez qu'ils étaient très dangereux et qu'ils étaient islamo-gauchistes et qu'ils étaient pour la police qui tue. Mais vous leur dites quand même, au nom de l'anti-Macron, vous pouvez voter NUP. Mais je leur dis, faites ce que vous voulez. Je ne suis pas propriétaire des électeurs du Rassemblement national. Position. Non, je ne suis pas propriétaire de leur vote. Je vous donne ma position. Moi, à titre personnel, je vote blanc dans un second tour entre l'extrême gauche et la Macronie. D'accord, mais donc, parce qu'il y a une forme d'ambiguïté, parce que de la part de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, il y a un appel clair en direction de vos électeurs pour qu'ils se reportent sur eux avec l'idée de battre Macron à tout prix, ou en tout cas ses représentants. Oui, mais que dans une élection, les candidats cherchent à attirer les voix d'un maximum de personnes, c'est le processus électoral. Moi, ce que je note depuis maintenant le début de cette campagne de second tour, c'est que je tombe de ma chaise en voyant La République En Marche venir au secours de l'extrême gauche et de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, qu'il prétend combattre. Enfin, je veux dire, quand un parti au pouvoir désigne lui-même son opposition et choisit lui-même son opposition,
alors l'opposition n'est pas l'opposition au pouvoir en place. C'est extrêmement révélateur. Bardella, et on voit bien qu'il y a un tacite accord entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Leur score est supérieur au vôtre, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que tu votes pour moi à la présidentielle et je vote pour toi à la législative. Ils font autour de 25-26, vous faites 18. C'est juste qu'ils sont plus forts que vous aujourd'hui. Et qu'on se pose des questions sur la campagne de Marine Le Pen et votre campagne du Rassemblement national. Parce que elle est partie en vacances, Marine Le Pen, la candidate, ce qui est tout à fait normal après 8 mois de campagne. Et on a eu l'impression que le parti était peut-être un peu à l'arrêt pendant ce temps-là et après, pendant les semaines qui ont suivi. Et ensuite, la stratégie, c'était pas on va gagner, c'était donnez-nous un groupe. Alors du coup, Jean-Luc Mélenchon a pris la place. Non mais je vais vous dire, moi je suis extrêmement serein à l'égard de ce type d'observation parce que de toute manière, on trouvera toujours quelque chose à nous reprocher. Je veux dire, si Marine Le Pen, vous avez fait croire qu'elle aurait pu être Premier ministre, mais tout le monde lui serait tombé dessus. Aucun de vos confrères ne croyait très sincèrement et au fond de lui que Jean-Luc Mélenchon pourrait être le Premier ministre. Il y a eu, c'est vrai, une forme de complaisance et d'ailleurs l'ARCOM a souligné que sur les 2 à 3 premières semaines du mois de mai, 75% du temps d'antenne était réservé à la NUPES. Alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup d'électeurs dans les salles de rédaction, il n'y a aucun problème à cela, mais les Français ne sont pas dupes de cela. Permettez-moi de vous rappeler que le Rassemblement national s'est présenté sous sa seule étiquette et que lorsqu'on comptabilise la NUPES, c'est 4 partis politiques. Lorsqu'on comptabilise la majorité d'Emmanuel Macron, c'est 3 partis politiques. Lorsque vous faites un étalement à la proportionnelle, comme c'est le cas dans tous les pays d'Europe. La France est une exception en Europe. La France est le seul pays d'Europe à ne pas avoir de système proportionnel à ces élections législatives. La proportionnelle, ça veut dire une chose, vous faites 25% des voix législatives, vous avez 25% des sièges dès le premier tour garantis à l'Assemblée nationale. La France est une exception en Europe. Si vous faites cette projection par scrutin proportionnel, comme c'est le cas dans tous les pays d'Europe, le Rassemblement national est largement en tête devant le parti La République En Marche et devant le parti de la France Insoumise. Emmanuel Macron l'avait promis en 2017, il ne l'a pas fait et voyez bien que s'il ne l'a pas fait, c'est parce que le Rassemblement national se serait retrouvé en tête. Ce que je note, c'est que nous avons enregistré une percée très importante dans ces élections législatives, que nous allons continuer de nous enraciner, de nous implanter et croyez-moi, nous finirons par arriver au pouvoir. Alors Jordan Bardella, je précise quand même que lorsque les médias donnent la parole, c'est parce qu'il y a de l'actualité autour de la NUP et de cette alliance des partis. Donc ils ont fait l'actualité. Vous n'étiez pas peut-être assez présent, c'est une question peut-être que vous pouvez vous poser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment aujourd'hui, nous donnons la parole à tout le monde et bien sûr, on pose les questions et on va chercher toutes les oppositions, évidemment, et c'est notre rôle de journaliste. Mais lorsque vous évoquez cette proportionnelle et cette représentativité, il y a aussi la question des alliances. Est-ce que du coup, vous ne regrettez pas, vous, de ne pas avoir fait d'alliance avec Reconquête ou avec d'autres partis qui vous auraient permis peut-être d'être plus haut? Mais, madame, on peut toujours refaire le monde, mais il ne s'agit pas d'additionner. En politique, 1 + 1 fait rarement 2. Et généralement, quand vous faites des additions, on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon fait 22% des voix à l'élection présidentielle. L'addition de toute la gauche ne lui fait faire que 25% à ces élections législatives, alors que le total gauche vaut plus de 30% au premier tour des élections présidentielles. Donc vous voyez bien qu'en matière d'arithmétique, c'est toujours plus compliqué que cela en politique. Ce que je vois, c'est que la stratégie qu'a mise en place Éric Zemmour ne fonctionne pas. Il a fait 7% des voix à la présidentielle, 4% des voix aux élections législatives. Notre stratégie, elle permet au camp national de se constituer dès dimanche un groupe puissant à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella, vous êtes satisfait? Il est éliminé. Nous partageons l'inquiétude de la survie de la France à venir avec nous. Vous êtes satisfait? Vous l'avez éliminé en quelque sorte? Il est éliminé? Mais moi, je ne l'ai pas éliminé, ce sont les Français qui l'ont éliminé. Mais si vous voulez, Éric Zemmour a fait le choix de se parachuter de Paris dans une circonscription où nous avions un candidat qui travaille le terrain depuis 5 ans, Philippe Lotio, qui je crois va l'emporter dimanche, qui est énarque, qui travaille le terrain, qui était déjà candidat en 2017 où il avait manqué très peu la victoire. C'est normal qu'il ait eu la confiance des électeurs patriotes dans cette circonscription et qu'Éric Zemmour n'ait pas pu se qualifier. Je veux dire, la politique, ça ne s'invente pas, la politique, ça ne tombe pas du ciel. La politique, c'est un long parcours initiatique. Il faut gravir les échelons, s'implanter
santé, aller à la rencontre des Français, apporter des réponses à leur quotidien, apporter des réponses à leur pouvoir d'achat, à leur inquiétude des fins de mois difficiles, à la disparition aujourd'hui de la France dans des centaines et des centaines de quartiers. Nous avons, nous, ce projet qui répond à cette inquiétude des fins de mois difficiles et cette inquiétude évidemment de la fin de la France, avec qui nous partageons avec beaucoup d'électeurs d'Éric Zemmour qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et qui voient une politique d'immigration massive menée depuis des années contre laquelle nous luttons. Alors je leur dis, venez avec nous. Nous sommes ceux qui vont pouvoir mettre les idées nationales au pouvoir. Nous le ferons dès dimanche dans plusieurs circonscriptions et nous continuerons évidemment de le faire tout au long du quinquennat pour préparer l'après-Macron. Alors j'entends Jordan Bardella quand vous faites ce plaidoyer pour la politique, pour l'art de la politique, une forme de candidature pour la présidence du parti qui va se reposer comme question dans un congrès en septembre, parce que vous êtes là par intérim, mais peut-être que Marine Le Pen va lâcher cette partie-là pour être présidente du groupe si elle a un groupe à l'Assemblée nationale. Donc vous me confirmez que vous serez candidat pour cette présidence et pour rester président pendant les 5 prochaines années. On a le sentiment que déjà se prépare une petite bataille. Louis Alliot nous a confié à l'antenne la semaine dernière qu'il serait sans doute candidat, par exemple. Mais il n'y aura, si Marine Le Pen devait ne pas reprendre la présidence par intérim du Rassemblement national en septembre, il y aura un congrès. S'il y a plusieurs candidatures, moi je trouverais ça bien parce que je trouve ça sain dans un exercice de démocratie interne qu'il puisse y avoir plusieurs candidats. Mais permettez-moi de ne pas évoquer l'après alors même que le cycle électoral n'est pas terminé. J'ai entendu évidemment ces déclarations de Louis. Louis est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui nous a aussi mené à la victoire durant ces 5 dernières années puisqu'il a remporté une ville de plus de 100 000 habitants. Et je pense que chaque personnalité au sein du Rassemblement national apporte une forme de complémentarité. Mais si vous espérez voir chez nous ce que vous avez vu chez LR, c'est-à-dire une bataille de tranchées, de division entre les uns et les autres, vous vous trompez car nous sommes un parti uni et même s'il doit y avoir plusieurs candidatures au Congrès, si encore une fois Marine Le Pen ne devait pas reprendre la présidence en septembre, eh bien je pense que nous montrerons un visage différent de ce que les Français ont pu voir dans les différentes primaires. Dans tous les cas, Marine Le Pen a indiqué qu'elle prendrait la tête du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et peu importe la manière dont on organisera les choses à la rentrée, on sera évidemment en première ligne dès septembre, elle, moi, Louis Alliot également, pour mener bataille face à la politique d'Emmanuel Macron. Et quant à moi, je dirais à l'issue de ces élections législatives ce que je souhaite faire et ce que nous souhaitons faire à partir de la rentrée. Bon, alors je note bien cette déclaration et quand on refera une interview, on la ressortira, comme ça on verra si c'est confirmé, que ça se passe aussi bien que cela. Alors, pour conclure, parce qu'il y a un sujet très grave, évidemment, c'est l'inflation qui dévore un peu, mais qui est quand même inférieure en France pour le moment aux autres pays d'Europe et qui s'annonce évidemment très importante. Vous proposez une baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Vous proposez une suppression de la TVA sur 100 produits. Vous voulez indexer et relever les retraites. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a enlevé 18 centimes sur les carburants, qu'il y a des critiques sur la baisse de la TVA à 5,5 parce qu'on dit que ça revient à subventionner les ménages qui ont des gros véhicules et qui vont en profiter, alors que le gouvernement souhaiterait plutôt cibler les gros rouleurs et prépare une mesure pour les gros rouleurs. Et puis, par exemple, sur l'indexation des retraites ou le minimum retraite, ce sont exactement les mêmes mesures. C'est-à-dire que le gouvernement veut indexer les retraites et mettre la retraite minimum à 1 100 €. Qu'est-ce que vous faites de plus ou de différent ? Je vais vous dire, le gouvernement, il promet beaucoup, mais il ne fait absolument rien. Depuis 2 mois qu'il a été réélu, Emmanuel Macron avait la possibilité de faire voter une grande loi en faveur du pouvoir d'achat et de rendre aux Français les fruits de leur travail et de leur rendre leur argent. La vérité, c'est que le gouvernement est les bras ballants devant l'inflation, devant l'explosion des prix notamment de l'électricité, du gaz, du fioul et un peu plus largement des carburants, qu'il y avait eu la promesse d'un chèque alimentation qui devait arriver au mois de juin, qui finalement est reporté en septembre. On nous parle peut-être finalement d'un report en 2023. On ne peut pas offrir des chèques d'un côté et avoir de l'autre des taxes sur l'énergie qui sont de l'ordre de 60% sur les carburants. Donc nous proposons effectivement une grande mesure qui coûte 12 milliards d'euros que nous compensons par la priorité nationale dans les aides sociales et par le fait de réserver les aides sociales aux Français qui est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant pour faire en sorte que à la pompe on puisse, avec toutes les baisses de taxes que nous proposons, permettre aux Français de récupérer 15 à 30 € par plein d'essence. Il faut évidemment réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Moi j'entends le gouvernement nous parler d'une réindexation à minima des pensions
pensions de retraite. Mais qui a désindexé les pensions de retraite depuis maintenant 2014? C'est le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Et avant Emmanuel Macron d'être président, il était ministre de l'économie. Donc ils n'ont rien fait pour le pouvoir d'achat. Le seul pouvoir d'achat sur lequel ils ont agi, c'est sur celui des très très riches, en supprimant l'ISF, en réformant la flat tax il y a maintenant 3 ans. La vérité, c'est que nous avons porté cette inquiétude, que nous allons continuer de proposer des mesures à l'Assemblée nationale, parce que les Français aujourd'hui n'y arrivent plus, que se déplacer, se chauffer, se nourrir est en train de devenir un produit de luxe. Moi, je n'accepte pas cela. Et évidemment que ces mesures en faveur du pouvoir d'achat que j'ai rappelées et que vous avez rappelées seront les premières mesures que nous annoncerons à l'Assemblée nationale et que nous proposerons aux voix dès l'élection de nos députés. Donc ça veut dire, Jordan Bardella, que vous voterez, pour conclure, le projet pouvoir d'achat du gouvernement qui prévoit une baisse justement importante du carburant sur les gros rouleurs, qui prévoit un chèque alimentaire à la rentrée, qui prévoit l'indexation des retraites sur l'inflation, la retraite minimum à 1 100 €. Lorsque ce projet sera présenté à l'Assemblée, vous le voterez? Non mais j'attends de voir. S'il y a des dispositifs d'urgence à voter, on prendra nos responsabilités, nos députés les voteront dans l'urgence. Mais c'est un peu comme le contrat d'assurance, il faut regarder les petites lignes qui sont marquées tout en dessous. Et permettez-moi de souligner que s'il s'agit de donner de la main gauche pour reprendre le double de la main droite, alors nous ne voterons pas ces mesures. Je vous rappelle que le gouvernement a menti et qu'au mois de janvier, Bruno Le Maire, lorsqu'il détaillait la mise en œuvre du bouclier tarifaire, s'était engagé sur une non-augmentation des tarifs réglementés. Or, on s'est aperçu évidemment après l'élection présidentielle que les tarifs réglementés allaient évidemment augmenter à compter de 2023. Il faut retrouver la maîtrise de nos prix en matière d'énergie. Et pour cela, ça a été démenti par Bruno Le Maire. On verra, mais ça a été démenti par Bruno Le Maire. J'attends de voir. Il faut retrouver la maîtrise. J'attends de voir. Mais faisons-lui gage du bénéfice du doute. Il faut retrouver la maîtrise des prix en matière d'électricité et notamment sortir du marché européen de l'énergie. L'Espagne l'a fait. Vous savez qu'aujourd'hui, le gaz et l'électricité sont corrélés sur leur augmentation, sont quasiment adossés. L'Espagne, le Portugal l'a fait. Sort du marché européen de l'électricité et elle permet de baisser de 30% ses prix d'électricité sur les 12 prochains mois. Donc il y a des mesures, mais encore une fois, il faut faire preuve de courage, de volonté. Et moi, je note l'impuissance du gouvernement, tant sur les questions de pouvoir d'achat que sur les questions de sécurité. Depuis la réélection d'Emmanuel Macron, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent emmener le pays. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous. Donc depuis le Vaucluse, où vous soutenez vos candidats pour le Rassemblement national. Merci.